la Guinée-Conakry envoie paître l'écho de Macron et Ouattara. C'est quelque chose de très surprenant. Et on a besoin de comprendre le paradoxe de cette situation. D'abord, je voudrais saluer les autorités du CNRD de Guinée-Conakry. Je les salue pourquoi? Je les salue parce que laissons de côté les conditions d'arrivée au pouvoir du général président Mamadi Doumbouya. La Guinée-Conakry a réussi à préserver quelque chose d'essentiel, qui est très important pour nous panafricanistes, dans cette phase difficile que traverse le continent. C'est de ne pas participer de façon active et ouverte à la déstabilisation des pays qui incarnent le changement continental. Je voudrais saluer les autorités guinéennes du CNRD de Mamadi Doumbouya pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Elles n'ont jamais activement participé à la déstabilisation du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Dans la séquence historique où nous nous trouvons, nous observons tous les jours le Sahel de 2020 jusqu'à maintenant 2026, soit bientôt 7 ans de période révolutionnaire sahélienne. La Guinée, que ce soit sous Alpha Condé ou maintenant sous Mamadi Doumbouya, n'a pas planté, à notre connaissance, le moindre poignard dans le dos d'un des pays frères de l'Alliance des États du Sahel. Cela étant dit, la politique interne et même internationale de la Guinée peut souffrir à la critique de l'intellectuel panafricaniste que je suis. D'abord, on le sait, le coup d'État qui a amené le général Mamadi Doumbouya a été amplement soutenu par Paris et Washington, qui continue à avoir une trop grande influence sur le régime de Conakry. Ça, c'est une vérité qui permet de comprendre pourquoi la Guinée-Conakry n'a pas rejoint l'Alliance des États du Sahel. Elle ne l'a pas rejoint, notamment en raison de l'origine du régime de Guinée-Conakry. Mais, là, je continue à dire cela pour qu'on comprenne qu'il y a un paradoxe. Alors que le régime de Guinée-Conakry, du général Mamadi Doumbouya, était un régime globalement pro-français et pro-américain, pro-occidental, même si c'est un régime fraternel envers l'Alliance des États du Sahel, je l'ai souligné, il vient de prendre une décision spectaculaire, vraiment à laquelle on pouvait ne pas s'attendre. Dès lors que Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, a actionné sa marionnette, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé, dès lors qu'il a été actionné par Macron pour saboter le premier projet de l'ECO, monnaie flexible, souveraine, indépendante des pays de la CEDEAO, Alassane Ouattara est entré en action et comme l'a rappelé l'excellent combattant des libertés, le ministre d'État Bassolma Bazié, dans une conférence récente de la commission de l'AES, Alassane Dramane Ouattara a dit, je cite, « L'ECO, la monnaie qui est proposée en réalité par la France, ne sera différente du franc CFA que de nom. On va reconduire toutes les propriétés du franc CFA, on va juste changer le nom pour cesser d'attirer les critiques. » Je cite un peu de mémoire les propos d'Alassane Dramane Ouattara rapportés par le ministre Bassolma Bazié. Et le ministre Bassolma Bazié en a profité pour citer tous les témoins de ces propos, de telle façon qu'aucun démenti n'est venu depuis lors de Côte d'Ivoire pour dire Alassane Ouattara ne l'a pas dit. Donc l'ECO, c'est le franc CFA bis. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change de nom, mais on maintient le fait que la France va contrôler cette monnaie. Elle va garantir une parité fixe de cette monnaie avec l'euro, de telle façon que cette monnaie sera en réalité pilotée par la Banque de France, comme le CFA l'est aujourd'hui, le CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est cela qui m'a amené à la formule, désormais je le pense assez célèbre, la formule suivante, l'ECO, la monnaie, ECO, n'est que l'écho d'un bruit qui n'existe plus. Je reprends la formule, l'ECO, la monnaie ECO, n'est que l'écho, écho, le mot, ECHO, l'écho d'un bruit qui n'existe plus. L'écho d'un bruit qui n'existe plus. Autrement dit, en réalité, c'est une monnaie mort-née. Car en fait, c'est un non-événement. À quoi sert-il de créer un franc CFA bis, puisque le franc CFA, lui, il est encore là. Le franc CFA bis n'est rien. De nouveau. Voilà pourquoi je dis que l'écho n'est rien du tout. C'est un bruit qui n'existe plus, puisqu'en fait, on nous dit que c'est le franc CFA qu'on veut maintenir, et par conséquent, ceux qui se laissent attirer par ce bruit sont ceux qui ont oublié les propos de Ouattara rapportant
les intentions de son patron Macron, son petit patron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron. Bon. Maintenant, revenons à la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, sous l'impulsion du grand camarade, le président Ahmed Sékou Touré, avait instauré le franc guinéen. Et donc, la Guinée-Conakry a une tradition de pilotage de sa propre monnaie depuis plusieurs décennies, depuis le camarade président Ahmed Sékou Touré. Dans le cadre du célèbre NON, de 1958 à Charles de Gaulle, Sékou Touré assuma toutes les conséquences. Et c'est l'un des éléments de l'identité politique guinéenne, à savoir la souveraineté monétaire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le franc guinéen? D'abord, il y a une opinion très répandue contre le franc guinéen, c'est dans la zone CFA, on se moque du franc guinéen à cause de la forte inflation de cette monnaie. Il faut de grosses quantités de cette monnaie pour faire les transactions commerciales et le franc CFA conserve une certaine puissance relative par rapport à cette monnaie quand on doit les confronter sur le marché sous-régional. Mais ceux qui se moquent du franc guinéen ne savent pas en quoi le franc guinéen dépasse le franc CFA. Et je vais vous expliquer. Le franc guinéen dépasse le franc CFA en ceci que la Banque centrale de Guinée ajuste le franc guinéen en fonction des variations du marché international. Alors que les banques centrales, que ce soit la BCAO ou la BEAC, c'est-à-dire les banques centrales du franc CFA d'Afrique de l'Ouest ou du franc CFA d'Afrique centrale, n'ont aucun pouvoir d'ajustement de la monnaie qu'elles utilisent par rapport à l'évolution du marché international. C'est-à-dire qu'en fonction des intérêts vitaux de la Guinée et de l'évolution du marché international, la Guinée peut soit surévaluer sa monnaie pour avoir de bonnes recettes, soit dévaluer sa monnaie pour avoir de bonnes recettes toujours. C'est ce qu'on appelle le pilotage monétaire. Nous qui sommes dans les zones CFA, nous ne pilotons pas notre monnaie. Notre monnaie, pour prendre une image que proposa un jour un économiste camerounais, Christian Penda Ekoka, la monnaie du franc CFA, c'est comme un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés Celsius. Et on vous demande de mesurer la température des malades avec ce thermomètre. Imaginez un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés Celsius. On vous le donne, on dit allez mesurer, voyez si les enfants ont la fièvre. Voyez s'il y a une variation de température. Dans tous les cas, chaque fois que vous mettez ce thermomètre sous les selles d'un enfant ou d'un malade quelconque, ça donne toujours 12 degrés. C'est ça le franc CFA. Par conséquent, le franc CFA ne peut pas soigner l'économie. Il paralyse l'économie, il empêche d'agir sur l'économie, et c'est uniquement le propriétaire du thermomètre qui pilote l'économie à distance. Puisque de toutes les façons, il t'empêche de piloter à travers ce qu'on appelle le taux fixe. Or, en fait, toute véritable monnaie doit être modulée. Ce qu'on appelle donc le taux d'intérêt ou le taux directeur d'une monnaie doit être modulé en fonction de l'évolution du marché intérieur, du marché extérieur, de telle façon que cette monnaie, in fine, permette toujours à l'État, qui est bien la pilote, d'être bancable. Donc, alors qu'en apparence, nous nous sentirions prétendument supérieurs, nous qui sommes dans les zones du franc des colonies françaises d'Afrique, eh bien, à la République de Guinée, qui a son propre franc. D'ailleurs, j'invite la République de Guinée à constater qu'il n'y a pas une ethnie en Guinée qui s'appelle les Francs. Je rappelle que franc, c'est une ethnie. Donc, je glisse une critique au passage. Hein. Je pense qu'il faudrait même cesser d'appeler la monnaie guinéenne franc. Il y a des tas d'autres façons d'appeler la monnaie de la Guinée. La Guinée a suffisamment de références. Vous pouvez même décider d'appeler la monnaie guinéenne le Sékou Touré, puisque c'est quand même l'un des fleurons de la résistance qu'il a incarné. D'accord? Il y a tellement de noms disponibles en Guinée pour appeler la monnaie que c'est aussi là encore une faiblesse de la monnaie guinéenne de garder le nom d'une ethnie non guinéenne, le franc. Bon, mais laissons. Je reste ici dans l'argument pour ce qu'il a d'essentiel. Comme je le disais, avec le franc CFA, nous ne pilotons rien. Nous subissons tout. Nous subissons les soubresauts de la zone euro. Puisque le thermomètre est tenu par la Banque de France, qui est dans la zone euro, c'est la vie de la France, là, qui influence la vie de l'économie de 15 pays africains. Quand la France est au rouge, elle nous amène au rouge avec elle. Et bien souvent, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est au rouge? Elle dévalue le franc CFA pour que nous payions son manquant. Les dévaluations, c'est quoi? C'est africain payé à ma place. C'est ce que ça veut dire. Voilà la définition de la dévaluation. Les dévaluations que le franc CFA a subies signifient simplement, de la part de la France, africain payé à ma place. Chaque fois que la France a été en difficulté, elle s'est tournée sur le franc CFA et l'a dévalué. Pour amener les Africains à payer pour elle. C'est exactement ce qu'elle a fait pendant les 2 guerres mondiales. Elle ne pouvait pas battre l'Allemagne, elle ne pouvait pas battre l'Angleterre, elle ne pouvait pas affronter Hitler. Il a fallu que les Africains aillent devant. L'Afrique, chère à canon, le franc CFA,
C'est la chair à canon économique de l'Afrique. Voilà la France en difficulté. Incapable de combler son budget. Elle se bat pour transformer l'éco en francs CFA bis, afin de continuer à faire payer les Africains à sa place. Alors, donc, je reviens à Mamadi Doumbouya, le président général guinéen. Tout le monde sait maintenant qu'il traverse un grand moment de fragilité. Je ne peux pas dire avec certitude de quoi est-ce qu'il souffre, mais les images que nous avons vues, eh bien, font à peu près l'unanimité dans l'opinion que le président guinéen, malheureusement, manifestement, souffre de quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne peux pas dire. Et je ne vais pas ici m'aventurer sur ce terrain. Là encore, j'en profite pour dire, il est important, quand le président est malade, de dire aux gens que le président est malade. On a un problème ici en Afrique, c'est que dès que les gens deviennent présidents, on prétend qu'ils ne sont jamais malades. Un président est un être humain. Si c'est une maladie bénigne, un rhume, on peut comprendre que vous ne le disiez pas. Si c'est une maladie bénigne, je ne sais pas, peut-être un palu passager, on peut comprendre que vous n'en parliez pas, puisque ça se guérit, ça se soigne facilement. Mais quand il y a une cause médicale importante, c'est un devoir d'informer le peuple. C'est un devoir d'informer le peuple. Bon, mais je ferme cela. Ce qui est paradoxal, c'est que dans ce moment où on le voit, personnellement, plutôt fragile et frêle, il prend une décision très courageuse. Une décision qui est en train de provoquer une levée de bouclier à Paris. Une levée de bouclier dans la presse néocolonialiste française. Il dit qu'il ne veut pas de l'écho de Macron et Ouattara. Alors la question c'est, pourquoi le général président Mamadi Doumbouya, dont le pouvoir a bénéficié de la bienveillance de Macron et de Ouattara, pourquoi ne veut-il pas de leur écho? Qu'il me soit permis de formuler des hypothèses. Hypothèses, disait Newton, non fingo. Je formule des hypothèses, je n'ai pas dit que j'ai trouvé. Là seulement, je parle par hypothèse. Écoutez, moi je parle de l'hypothèse que, malgré le fait qu'il y ait des liens très forts entre le pouvoir guinéen, les pouvoirs français et ivoiriens, le chef de l'État guinéen reproche quelque chose à Macron et Ouattara. Ça, c'est ma première hypothèse. Et cette hypothèse-là, elle est riche de profondeur et de nuances. Écoutez-moi bien. Pour les contrarier sur leur projet phare avec lequel ils croyaient pouvoir galvaniser la CEDEAO, maintenant que leur homme de main, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est à la tête de la CEDEAO, pour oser dire pas question du franc guinéen, pas question, pardon, de l'écho à la place du franc guinéen, il faut qu'Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara aient fait quelque chose de particulièrement grave à leur poulain, à leur soutien, le général Mamadi Doumbouya. Maintenant, la question est quoi? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je n'ai aucune certitude ici. Premièrement, on peut les soupçonner d'être peut-être l'une des causes de sa fragilité actuelle. Ça fait un. Je dis bien, premièrement, on peut les soupçonner d'être l'une des causes de sa fragilité actuelle. Tout cela, je le dis avec la réserve du doute, avec la réserve de la relativité. Je n'affirme pas ici une certitude. Mais je fais l'hypothèse que le président Mamadi Doumbouya en veut à Macron et Ouattara et que quelque part, il leur reproche quelque chose sur les problèmes qu'il a actuellement. Ça, c'est la première hypothèse. Et puis, il y a autre chose qui explique que le président Mamadi Doumbouya se soit redit. Et elle dit, pas question, je ne veux pas entendre parler de votre écho ici. Mais, il est possible qu'il ait eu vent, qu'on veut lui faire un coup d'État, parce qu'il n'est pas assez docile, qu'il n'est pas assez soumis à Macron et Ouattara. Il est possible que le président Mamadi Doumbouya soit au courant, qu'on essaye de fomenter quelque chose pour le punir de ses audaces. Et l'une des audaces dont on pourrait vouloir le punir, c'est d'avoir refusé que la Guinée soit une base arrière opérationnelle des groupes terroristes qui attaquent le Mali. Là, je commence à être dans le sérieux. Je commence à être dans la révélation, mes chers amis. Je suis en train d'entrer ici dans quelque chose qui est beaucoup plus proche de la certitude que l'hypothèse qu'il soit à l'origine de sa fragilité physique. Parce qu'on peut être malade sans que quelqu'un ne vous ait fiolé, n'est-ce pas? Mais par contre, qu'on lui en veuille de n'avoir pas attaqué l'AES, qu'on lui en veuille de faire des leçons en faveur de l'AES en pleine réunion de la CEDEAO, comme il l'a fait d'ailleurs au dernier congrès de la CEDEAO en Sierra Leone, qu'on lui en veuille pour cela, cela est vrai, on lui en veut. Qu'on lui en veuille de ne pas offrir la Guinée comme base arrière opérationnelle pour attaquer le Mali, cela est vrai. Parce que les opérations qui ont été menées jusqu'ici contre le Mali ont été préparées au nord du Bénin,
en Mauritanie, en Algérie et en Côte d'Ivoire. Or, le territoire guinéen, comme vous le voyez, il est en continuité naturelle avec le territoire malien. Quand on sort de Bamako, on entre en Guinée en moins de 2 heures de route. En moins de 2 heures de route, on entre en Guinée. Là, je vous parle du terrain. Je suis sur le terrain ici. Les cartes, je n'en parle pas seulement. Les cartes d'Afrique de l'Ouest, je n'en parle pas. Les seuls livres, je pratique les distances. Donc, mon explication la plus avancée, c'est de dire que Mamadi Doumbouya ayant refusé d'offrir la Guinée comme base arrière active, opérationnelle, offensive contre le Mali, il a eu vent qu'on essaye de le punir pour ça, en suscitant tout naturellement un remplaçant dans l'armée guinéenne. Et ça, c'est renforcé par un événement qui a eu lieu hier. Quand le président général Mamadi Doumbouya s'est mis à partir de Conakry, il a donné des instructions pour 2 types de communiqués qui sont sortis. Un communiqué de la présidence et ensuite un communiqué de l'état-major de l'armée, ayant pour but d'avertir tout le monde. N'essayez pas un coup d'état. On est au courant que vous voulez essayer. C'est ça le message des communiqués officiels guinéens. Le président général Mamadi Doumbouya va en Grèce avec sa famille, sans doute aussi pour se soigner, puisqu'il apparaît clairement amaigri et malade. Ok? Mais il avertit tout le monde que me voici en train de partir. Que personne n'essaye ce que je sais que vous voulez essayer, parce que je ne veux pas servir de base arrière pour attaquer mon frère Assimi Goïta. Je ne veux pas servir de base arrière pour attaquer l'AES. Je sais comment on veut pour ça. Et je sais que certains d'entre vous sont en train d'être approchés pour me poignarder dans le dos. Mais tant pis pour celui qui essaye et qui rate. Il n'aura pas le temps de s'en souvenir. C'est l'esprit des communiqués qui sont sortis de la présidence guinéenne ces 48 dernières heures. Vous comprenez? Voilà la vérité. Donc je peux conclure ce 3e et dernier sujet. Pourquoi la Guinée de Mamadi Doumbouya refuse de s'aligner derrière l'ECO? D'abord, l'argument économique et théorique, scientifique est incontestable. Ensuite, il y a les raisons idéologiques. L'identité politique guinéenne passe par la fierté de cette monnaie arrachée de main de maître, arrachée de haute lutte par la Guinée sous le camarade président Sékou Touré. Donc il y a l'idéologie qui est quand même encore vivante en Guinée. La dignité, la souveraineté des Guinéens, ça leur tient encore à cœur. Et puis, 3e raison, des raisons géopolitiques et géostratégiques que j'ai explorées prudemment, en soulignant que la plus importante, c'est qu'on en veut au CNRD de Guinée de n'avoir pas offert la Guinée comme base arrière opérationnelle et active pour attaquer le Mali. Parce que attaquer le Mali à partir de la Guinée permettrait une plus grande amplitude opérationnelle aux ennemis du Mali. Jusqu'ici, à ma connaissance, le président Mamadi Doumbouya s'est refusé à cela. On lui en veut. Et quand on commence à t'en vouloir en France-Afrique, le sol tremble sous tes pas. On cherche une pièce de rechange. Et voilà pourquoi les communiqués ont prévenu celui qui serait tenté de servir de force de pièce de rechange de ne pas louper son coup. Parce que s'il loupe son coup, ça ne va pas le louper. Voilà, mes chers amis, les chemins vers lesquels je voulais vous accompagner ce soir. Et j'espère vous avoir amplement apporté mes modestes lumières sur les 3 sujets que j'ai abordés. La guerre informationnelle néocolonialiste française contre le Burkina Faso, la communication de Paul Biya qui chante enfin Kassongo et reconnaît que le lion est malade, si ce n'est plus, et enfin la Guinée-Conakry qui envoie paître Macron et Ouattara pour des raisons historiques, idéologiques, mais aussi des raisons géopolitiques et géotactiques. L'Afrique, eh bien, est vraiment en ébullition. La terre tremble sous les pas de la France-Afrique. La terre tremble sous les pas. Le principal sujet qu'ils ont trouvé à sortir, à mettre en avant, c'est qu'en 2027, vous savez, eux, ils créent toujours leur écho là. On va appeler l'écho la monnaie qui se créera par définition l'année prochaine. Il faudrait qu'on écrive une nouvelle littéraire intitulée Écho, la monnaie qui se créera toujours l'année prochaine. Écho. E-C-O. La monnaie qui se créera toujours l'année prochaine. Il y a des noms de monnaie qui portent malheur. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'écho dans la langue française? Ça vient même d'un mythe de la littérature gréco-romaine, le mythe de la divinité écho. Mais qu'est-ce que c'est qu'un écho? Un écho, c'est un bruit d'un bruit qui n'existe plus. Je recommence la définition de l'écho. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un écho? Un écho, c'est un bruit d'un bruit qui n'existe plus. C'est-à-dire que quand vous entendez l'écho d'un bruit, le bruit en question là, lui n'existe plus. Hein. L'écho là, c'est-à-dire que c'est le bruit d'un bruit.
Mais en tant que bruit d'un bruit, c'est-à-dire un bruit dérivé, l'écho n'est plus porteur du moindre contenu. L'écho n'est plus porteur de la moindre valeur. L'écho n'est plus porteur de la moindre teneur, de la moindre substance. Et c'est ça le statut de leur fameuse monnaie, écho. Écho est une monnaie qui n'existe que sous la forme d'écho. E-C-H-O. C'est-à-dire d'un bruit qui n'existe plus. Je vais vous expliquer pourquoi leur monnaie écho est le bruit d'un bruit qui n'existe plus. Premièrement, depuis le temps qu'ils en parlent, ils doivent toujours la réaliser l'année prochaine. Vous avez déjà vu une monnaie pareille? C'est une monnaie coupée, décalée, anachronique. Ils ne la réalisent jamais cette année, c'est toujours l'année prochaine. Quand on parle de l'écho, si on est en 2022, on dit c'est en 2023. Si on est en 2023, c'est en 2024. Si on est en 2024, on dit que c'est en 2025. Si on est en 2025, on dit que c'est en 2026. Si on est en 2026, maintenant, on dit que c'est en 2027. Donc, l'écho est une monnaie qui n'est qu'un pur écho de ce qu'aurait pu être une monnaie. C'est l'écho d'une monnaie qui aurait pu être une monnaie. Mais ce n'est pas une monnaie. C'est un bruit de bruit. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que l'écho? L'écho de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara et ses maîtres, les néocolonialistes français, avaient déjà révélé la vérité sur cet écho. C'est un franc CFA qui change de nom. La clé fondamentale de la monnaie de la CEDEAO, on la connaît depuis que les néocolonialistes français et leurs serviteurs en chef, le satrape reptilien venu de Sindou pour trouver la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé à Alassane Dramane Ouattara. Depuis que ce monsieur a trahi le secret d'écho, on a compris que l'écho, ECO, n'était que l'écho d'une monnaie. Et c'est l'écho de quelle monnaie? D'une non-monnaie qui, en réalité, n'a jamais appartenu aux Africains et qui s'appelle le franc CFA. Comment on a su que le écho de la CEDEAO, là, c'était encore les filous, les escrocs de la Banque de France qui étaient cachés derrière? Quand Alassane Dramane Ouattara a révélé que l'écho de la CEDEAO devait avoir la même parité fixe que le franc CFA avec l'euro, c'est-à-dire être sous le contrôle de la Banque de France. Je recommence. Comment on a su que ce machin-là ne valait rien et que leur écho est un bruit d'un bruit qui n'existe plus? C'est quand Alassane Dramane Ouattara a publiquement révélé, quand Emmanuel Macron a publiquement révélé que l'écho envisagé pour la CEDEAO devait conserver la parité fixe à travers la Banque de France avec la zone euro. Autrement dit, que l'écho là, c'est le franc CFA bis. L'écho là, c'est le franc CFA qui a changé de nom, mais sans changer de contenu. C'est un peu comme si vous vous appelez Gaspard, et puis le lendemain, vous vous appelez le chameau. Mais c'est toujours vous, non? Aujourd'hui, vous vous appelez Gaspard, demain, vous vous appelez le chameau. Mais c'est Gaspard qui s'appelle le chameau. Et il y a une continuité dans le changement apparent, n'est-ce pas? Tous ceux qui connaissent Gaspard sauront que c'est Gaspard qui s'appelle désormais le chameau. Oui ou non? Quand le satrape reptilien venu de Saint-Loup, par exemple, a été appelé par le grand Chris Yapi, Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le chameau, hein, le dromadaire. Mais est-ce que qui ignore que c'est toujours Alassane Dramane Ouattara? On peut donner tous les surnoms à quelqu'un, mais son nom est toujours là. On peut donner tous les surnoms au franc CFA, mais son nom est toujours là. Monnaie de parité fixe contrôlée par la Banque de France, monnaie coloniale, monnaie néocoloniale, ayant pour but de continuer à prélever des profits sur le dos des échanges économiques africains. Voilà le contenu. Et puis, comment ils peuvent faire l'écho? Ils sont incapables de faire l'écho parce que dans la zone CEDEAO, il n'y a aucune convergence. Il y a un déficit budgétaire lié au surendettement de la zone. Eux-mêmes disent que pour que la zone fonctionne de manière correcte, il faudrait que le déficit soit stabilisé à 3%, le déficit de leur budget. Or, ils sont à un déficit au moins de 6%. Comment ils vont faire une monnaie avec une telle situation déficitaire? Deuxième élément, mais ils comptent sur la Côte d'Ivoire, dont on dit que l'économie va bien.
on pense que la Côte d'Ivoire serait capable de compenser les failles des autres économies des pays de la CEDEAO, ou même peut-être même le Nigeria. Mais il faut bien regarder quels sont les principaux bénéficiaires dans les économies ivoiriennes et nigérianes. Ce sont les capitaux étrangers. Ce sont des économies néocolonisées, ce sont des économies sous contrôle impérialiste. Quand vous appréciez la santé de l'économie ivoirienne, en prenant comme critère le produit intérieur brut, vous pouvez en effet avoir l'impression que l'économie ivoirienne est extraordinairement, une économie juteuse. Mais il faut vous intéresser à un autre critère pour savoir qu'elle n'est pas juteuse, ou plutôt qu'elle n'est pas juteuse pour les Ivoiriens. Car en effet, le PIB ivoirien est important, mais il faut savoir que 80 à 90% de l'économie ivoirienne est sous le contrôle des capitaux étrangers. Ce qui veut dire que quand on évalue la Côte d'Ivoire à travers le PIB, on se trompe parce que cela ne correspond pas à l'état économique réel des nationaux ivoiriens, des acteurs proprement ivoiriens dans la production, la consommation et la distribution des biens. Si on change d'agrégat normalisé, c'est-à-dire de critères d'évaluation différents, en prenant par exemple le produit national brut, c'est-à-dire ce qui correspond à la richesse réellement produite par les acteurs strictement nationaux, là on va se rendre compte que la Côte d'Ivoire est un pays appauvri. Pourquoi? Parce qu'Alassane Draman Ouattara est chargé de veiller à ce que les multinationales françaises, les multinationales occidentales, les multinationales d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient s'abreuvent complètement dans la richesse ivoirienne. Et les Ivoiriens ramassent les miettes de leur propre économie, bénéficiant de la façade d'Abidjan qui donne l'impression que tout va bien, alors que le peuple se meurt, comme on l'a vu lors des délogements d'Abidjan, comme on le voit dès qu'on entre dans les terres pour aller voir l'état de notre peuple en Côte d'Ivoire. Donc, ils voulaient faire une monnaie en se basant sur la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont riches en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers. Et c'est dans les coffres-forts français, les coffres-forts européens, les coffres-forts américains, les coffres-forts du Moyen-Orient et les coffres-forts d'Afrique du Nord que la richesse ivoirienne va. Vous allez donc faire une monnaie en comptant sur une Côte d'Ivoire qui est sous prédation étrangère. Est-ce qu'elle va marcher? Non. L'autre pays francophone important de la zone CEDEAO, c'est le Sénégal. Mais le Sénégal est dans un état d'endettement à pratiquement 120%. Il est endetté de 120%. Est-ce que le Sénégal est en capacité d'entrer dans un événement de création monétaire dans ces conditions? Non. L'intégration économique dans la zone CEDEAO, elle est très faible. Les échanges économiques entre les pays de la zone CEDEAO sont très faibles. Même quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger en étaient encore membres, les échanges économiques à l'intérieur de la zone ne dépassaient pas les 5%. Combien de fois, maintenant que les grands géants du Sahel central sont partis, et à qui là-bas? Comme dirait le président Gbagbo, la CEDEAO maintenant, là, c'est maïs. C'est vraiment maïs. Il n'y a plus personne là-bas. Et le président Gbagbo les a prévenus. Les pays africains vont partir un à un du franc CFA. Pourquoi? Parce que tout ce qui reste dans le franc CFA et dans ces succédanés, ces doublons, comme par exemple, le fameux écho qui n'est rien d'autre que l'écho du franc CFA, c'est-à-dire le bruit d'un bruit qui n'existe plus. Notez bien la définition de l'écho. Hein. Le bruit d'un bruit qui n'existe plus. L'écho n'est qu'un écho. L'écho, E-C-O, n'est qu'un écho, E-C-H-O, c'est-à-dire le bruit d'un bruit qui n'existe plus. Écrivez ça. Tilana Yomi. Aya Sebe. L'écho, E-C-O, n'est qu'un écho, E-C-H-O, c'est-à-dire le bruit d'un bruit qui n'existe plus. Donc, il compte sur quoi? Toute cette région-là manque d'un panier de devises pour assurer une véritable balance de paiement. Et il manque d'actifs. Sénégal surendetté, Côte d'Ivoire sous domination, sous colonisation économique. Ils vont prendre de l'énergie où pour alimenter une monnaie? Des gens qui vivent au crochet du FMI et de la Banque mondiale comme des sangsues. Ils vont prendre de l'énergie où pour créer une nouvelle monnaie? Qui plus est, une monnaie encore contrôlée par la filouterie de la Banque de France. Quelle honte! Donc, le principal sujet qu'ils ont évoqué était un sujet pour distraire leur propre galerie. Eux-mêmes n'y croient plus.
Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne croit pas en l'écho. Biram Diop, le militaire, qu'ils ont envoyé à la tête de la CEDEAO pour l'empêcher de réaliser le coup d'État néocolonialiste à Dakar, ils ne croient pas non plus. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas à l'écho. Ils savent tous que c'est faux. Macron, qui de toutes les façons l'année prochaine ne sera plus président de la France, n'y croit pas. Merci à toi, Souley Manema. Personne de sérieux ne croit à ce machin. Et voilà pourquoi l'Afrique a tourné le dos. L'Afrique a tourné le dos à la CEDEAO. L'Afrique a tourné le dos à la CEDEAO. On ne fait plus rien avec eux. C'est la quatrième raison. C'est la quatrième raison. Enfin, je vous donne la cinquième raison pour laquelle leur sommet est nullissime. Ils n'ont même pas fait l'effort, de cacher leur dépendance continue envers les néocolonialistes français. Les néocolonialistes français étaient dans les coulisses du sommet encore. Ils étaient là en train de donner des instructions. Ils étaient en embuscade, en train de surveiller les déclarations des uns des autres. Et voilà pourquoi, à l'occasion de ce sommet, ils ont reçu une douche froide de l'un de leurs meilleurs éléments, aurait-on pu croire. De retour dans la CEDEAO, vous avez bien noté ce que la Guinée a fait. Le discours du général président guinéen Mamadi Doumbouya a été impitoyable. Ça a été la douche froide de la CEDEAO. Et que la Guinée-Conakry de retour, après une élection en tour de passe-passe, de retour à l'intérieur de la CEDEAO, on a profité pour casser la baraque. Et que la CEDEAO est tellement nulle qu'un pays qui est de retour de sanctions est capable de faire la leçon à tout le monde. Et puis il y a silence, on entendait voler une mouche quand le président guinéen Mamadi Doumbouya parlait. Donc la cinquième raison pour laquelle ils ne valent plus rien, c'est que même entre eux, ils ne sont plus d'accord. Alors même que ceux qui ne sont pas d'accord sont partis, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, maintenant on découvre que d'autres sont encore là qui ne sont pas d'accord. Donc c'est une organisation divisée, c'est une organisation décrédibilisée, démonétisée, discréditée. D'ailleurs, c'est une organisation qui est snobée par ses propres membres. Parce que pour que le président Mamadi Doumbouya parle comme ça à la CEDEAO, il fallait que la CEDEAO ne fût plus rien. Il aura fallu que la CEDEAO ne soit plus rien pour qu'un de ses membres la torche de cette façon en direct. En disant, tout ce que vous avez fait ici, ça ne vaut rien. Toute la politique que vous avez menée ces dernières années ne vaut rien. Je suis avec vous juste comme ça, mais moi-même, mon cœur n'est plus ici. Je sais que la CEDEAO est décédée, la CEDEAO est morte. Donc la cinquième raison, ce sont les divisions internes. Qui peut dire aujourd'hui que la Guinée-Conakry, le Togo, sont parfaitement alignés sur les positions des autres membres de la CEDEAO? Non. Même à l'intérieur du Sénégal, il y a une opposition entre le point de vue du président de l'Assemblée nationale, qui est le président du parti majoritaire, et le président de la République, à propos de la marche de la CEDEAO. Elle va aller où? La CEDEAO là va aller où? Elle va aller progressivement au fond du tombeau qui l'attend. Le fait de s'être retourné contre les peuples africains lui a valu une malédiction extraordinaire. Voilà les 5 raisons pour lesquelles je vous dis que le sommet 2026 de la CEDEAO est nullissime. C'est le plus nul des sommets jamais tenus. J'espère que vous avez bien noté les 5 raisons et si quelqu'un veut discuter avec vous, que vous serez capable de les utiliser calmement. Première raison, rejet populaire de la CEDEAO. Deuxième raison, les 2 principaux dirigeants de la CEDEAO souffrent d'un déficit de légitimité politique dans leur pays, puisque leur gouvernement a été vomi par la majorité parlementaire et potentiellement vomi par le peuple. Deuxième raison. Troisième raison, la CEDEAO est incapable d'affronter le plus grand péril ouest-africain et n'a rien fait de l'avancée du terrorisme. Troisième raison. Quatrième raison, le sujet majeur abordé par la CEDEAO, à savoir le soi-disant écho, n'est rien d'autre que, en réalité, un écho, c'est-à-dire le bruit d'un bruit qui n'existe plus. Et enfin, cinquième raison, eh bien, les dirigeants et les pays qui sont encore membres de la CEDEAO demeurent divisés, comme on l'a vu après l'allocution du président guinéen, et comme on le sait en raison du positionnement du Togo, qui est allié de l'Alliance des États du Sahel, qui a créé l'Alliance panafricaine pour se démarquer de la ligne néocolonialiste massive d'Abuja, d'Abidjan et de Dakar.
Voilà les 5 raisons. Elles ne sont pas discutables parce qu'elles sont basées sur des faits que tout le monde peut constater. N'est-ce pas? Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit que le titre de ce sujet, la CEDEAO, le sommet nullissime de la CEDEAO, ce titre n'était pas une extrapolation, une exagération, une hyperbole, mais une description. C'est ce que la CEDEAO est, c'est-à-dire une mocheté confirmée. Abordons sans plus tarder le second sujet de cette émission du soir. Ça fait 36 minutes que je vous parle. J'essaierai de me cadrer dans l'heure. C'est avec beaucoup de stupéfaction que j'ai pris connaissance, en faisant ma revue de presse hier, d'un article du Washington Post, le grand journal américain, un journal qui, comme on le sait, est fortement introduit dans les arcanes de l'administration américaine. Ce journal a publié un article dont je vous lis l'intégralité. Ensuite, nous allons commenter cet article pour en tirer des réflexions pour le combat de la souveraineté africaine. Voici l'article publié hier à midi, heure des États-Unis, le 22 juillet 2026 par le Washington Post. L'administration Trump pèse les options militaires au Mali, selon des responsables. S'il était approuvé, il ajouterait une 8e nation à la liste des pays où le président Donald Trump a ordonné des frappes depuis le début de son second mandat. L'administration Trump évalue l'action militaire dans le pays d'Afrique de l'Ouest du Mali pour cibler un groupe affilié à Al-Qaïda connu sous le nom de JNIM, ont déclaré des responsables américains actuels et anciens qui sont au courant des délibérations. S'il était approuvé, cela ajouterait une 8e nation à la liste des pays où le président Donald Trump a ordonné des frappes depuis le début de son deuxième mandat, un chapitre de sa présidence qui, selon lui, serait initialement consacré à mettre fin aux conflits mondiaux et à réorienter les ressources américaines vers les Américains. Il y a cependant un désaccord entre les hauts responsables américains sur l'opportunité de procéder à l'attaque du groupe militant. Sébastien Gorka, directeur principal de la lutte contre le terrorisme aux États-Unis, a déclaré que les responsables actuels et anciens, qui comme d'autres se sont exprimés sous le couvert de l'anonymat pour discuter de la planification militaire, envisageaient plusieurs hypothèses sur cette affaire. Le groupe militant dont le nom est Jamaat Nusrat al-Islam wa Muslimin, JNIM, a établi un bastion au Mali et lancé de plus en plus d'attaques dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, s'établissant comme le groupe militant le plus armé de la région et parmi les plus puissants du monde. Un porte-parole du gouvernement malien n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Gorka n'a pas non plus répondu aux demandes de commentaires. Le Pentagone aussi a refusé de commenter. Lorsque la Maison-Blanche a été invitée à commenter, un responsable de l'administration n'a pas révélé si le président avait l'intention d'aller de l'avant avec des frappes militaires, mais a déclaré que les États-Unis exhortaient les gouvernements d'Afrique du Nord et de l'Ouest à acheter de l'équipement et des services américains pour soutenir leurs efforts de guerre, contre les terroristes. Je recommence. Le président avait l'intention d'aller de... Les États-Unis exhortaient les gouvernements d'Afrique du Nord et de l'Ouest à acheter de l'équipement et des services américains pour soutenir leurs efforts de guerre contre les terroristes. Une troisième fois, je relis cette partie-là. C'est une citation des propos des dirigeants américains. Les États-Unis exhortaient les gouvernements d'Afrique du Nord et de l'Ouest à acheter de l'équipement et des services américains pour soutenir leurs efforts de guerre contre les terroristes. N'oubliez pas cette phrase, on y reviendra. Le responsable a déclaré que le terrorisme au Sahel, la vaste région semi-aride au sud du Sahara, est un problème multinational. Citation. Nous exhortons les partenaires régionaux et les alliés de l'OTAN à soutenir l'Alliance des États du Sahel dans leur guerre contre le JNIM et l'État islamique, a ajouté le responsable, faisant également référence à l'État islamique qui a pris de l'importance au Moyen-Orient avant d'établir des affiliés dans toute l'Afrique. L'Alliance des États du Sahel se compose du Mali, du Burkina Faso et du Niger, toutes les nations de l'Afrique de l'Ouest, où des dirigeants militaires ont évincé ces dernières années, les gouvernements démocratiquement élus par coup d'État, coupé en grande partie les liens avec l'Occident et se sont tournés vers la Russie
pour obtenir de l'aide en matière de sécurité. Mais le responsable de l'administration a rejeté le blâme, non pas sur ces gouvernements, mais sur leurs partenaires russes, affirmant que Moscou s'est avéré être un partenaire de sécurité inefficace pour le Mali. Citation, « Nous espérons que d'autres nations africaines prendront note de la terrible performance de la Russie dans la lutte contre le terrorisme. » Fin de citation, a déclaré le responsable américain. L'examen par l'administration Trump des options militaires dans le pays n'a pas été signalé auparavant. Le Mali, une nation enclavée de près de 25 millions d'habitants, a été en proie à la violence de groupes militants islamistes et, soi-disant donc par le propre gouvernement malien, de la junte et essaye pour maîtriser la situation. Ce sont les termes de l'article. Les groupes militants, en particulier le JNIM, sont devenus de plus en plus puissants, transformant le Mali et ses voisins au Sahel en centre mondial pour le terrorisme. Voilà ce qu'on écrit dans la presse américaine. Bon. Écoutez, là, je vous ai donné une large lecture de cet article. Vous avez l'essentiel de l'information. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette information? Il y a deux choses contradictoires dans cette information. La première, c'est que Donald Trump, l'administration Trump, laisse fuiter dans un journal important aux États-Unis que, à la manière de ce qu'ils ont fait au Nigeria récemment, eh bien, les forces armées américaines pourraient procéder à des frappes sur le territoire malien pour combattre le terrorisme. Ça, c'est le son 1. Et puis, son numéro 2, les États-Unis voudraient faire cela parce qu'ils partent du principe que la Fédération de Russie, qui aurait promis aux pays du Sahel et notamment au Mali de l'aider à combattre le terrorisme, a échoué. Et que par conséquent, il leur faut reprendre la main pour mener la lutte antiterroriste au bout. Là où la Russie et l'armée malienne seraient incapables de la mener. Ces deux informations sont contradictoires, puisque d'une part, les États-Unis disent qu'ils veulent combattre le terrorisme, mais d'autre part, on voit très bien qu'ils veulent combattre ceux qui combattent le terrorisme. Ils veulent combattre à la place de ceux qui combattent le terrorisme, c'est-à-dire à la place de l'armée malienne et à la place des alliés du Mali, de la Fédération de Russie, à travers l'Africa Corps. À partir du moment où il y a une contradiction dans les motivations avancées par les officiels américains, on sait très bien que quand c'est flou, c'est parce qu'il y a un loup. On est obligé d'analyser à nouveau complètement le problème. Pourquoi les États-Unis laissent-ils fuiter dans la presse américaine l'idée qu'ils pourraient procéder au Mali comme ils ont procédé au Nigeria? Maintenant, je vais donner mon interprétation de tout cela. Cette intention, cette hypothèse, ce n'est pas encore une décision, ce n'est pas encore une action. Envisagée dans les milieux gouvernementaux américains vient après une séquence géopolitique et géostratégique précise. La séquence de la double défaite du 25 avril 2026 et du 4 au 9 juillet 2026 de la coalition impériale terroriste menée par l'OTAN, à la tête de laquelle les États-Unis, notamment la France et l'Ukraine, pays membres de l'OTAN qui sont les grands encadreurs des groupes terroristes du JNIM et du FLA. La double défaite militaire cuisante subie par les supplétifs de l'OTAN, à savoir les terroristes d'Al-Qaïda de l'État islamique, leurs patrons, leurs encadreurs, eh bien les mercenaires français et ukrainiens, cette défaite a alarmé tout le bloc occidental. Car il était prévu, en effet, que les terroristes du FLA et du JNIM renversent le gouvernement malien. C'est ce qui était prévu le 25 avril. C'est ce qui était prévu lors de l'attaque d'Anefis du 4 au 9 avril, du 4 au 9 juillet. Le double échec de la coalition qui en réalité évolue sous la protection américaine, évolue sous l'encadrement français et ukrainien, avec la complaisance de l'Algérie, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire de Ouattara, du Bénin, du Nigeria, même du Ghana. L'échec de cette coalition amène les patrons suprêmes de la coalition impériale terroriste, c'est-à-dire les chefs suprêmes de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, à se décider à prendre les choses en main. C'est parce que les États-Unis veulent prendre
les choses en main face à l'échec de la France, de l'Ukraine, à l'échec des terroristes du JNIM et du FLA, qu'ils cherchent un alibi pour se positionner sur le terrain. Voilà la première explication. La deuxième explication, elle est facile à comprendre. Il faut prendre le modèle de l'agression perpétrée par les États-Unis contre le Nigeria. Il y a à peine 2 ou 3 mois, les États-Unis se sont permis de bombarder dans le nord du Nigeria, au motif qu'ils combattaient des groupes terroristes qui sévissent dans cette région et qui menaceraient les populations chrétiennes. Après coup, les enquêtes ont établi que les bombardements américains n'ont tué aucun terroriste, que les bombardements américains ne visaient même pas les terroristes, qui n'étaient même pas dans la zone où se trouvaient les terroristes, que ces bombardements avaient pour but de forcer le gouvernement nigérian à accepter le retour en force sur le terrain, sur le sol nigérian, des armées de l'OTAN. En effet, quelque temps après les bombardements opportunistes de Donald Trump, soi-disant pour protéger les chrétiens alors que lui-même n'est pas chrétien, à moins de confondre le christianisme avec le crétinisme, quelque temps après ces bombardements, pour lesquels les dirigeants nigérians auraient été prévenus 18 ou 17 minutes avant l'action, quelque temps après, le Nigeria a accepté l'atterrissage de troupes américaines sur son sol. Le Nigeria a accepté le retour sur son sol. Longtemps après la guerre du Biafra des années 60-70, le Nigeria a accepté le retour d'un contingent de l'armée française sur son sol, après le bombardement de Donald Trump au nord du Nigeria. On a bien compris qu'au Nigeria, le bombardement avait pour but l'intimidation de l'administration Tinubu et son appel à la soumission. D'autant plus que Donald Trump voit d'un très mauvais œil la montée en puissance du Nigeria dans la maîtrise des techniques de raffinerie du pétrole, et notamment avec le groupe Dangote qui tire littéralement le tapis sous les pieds des grands groupes pétroliers Total Energy français, américains ExxonMobil, britannique British Petroleum, en raffinant désormais sur place le brut nigérien. Il s'agissait de positionner des militaires au plus près des acteurs économiques nigériens pour dire que si l'Amérique et ses alliés de l'OTAN ne sont pas les principaux bénéficiaires des richesses du Nigeria, les terroristes vont être encore plus armés et le Nigeria va être encore plus à feu et à sang. Donc le bombardement du Nigeria a précédé la réinstallation des troupes américaines et des troupes françaises sur le sol nigérien. Une fois que vous maîtrisez ce modèle, vous comprenez pourquoi Donald Trump envisage de bombarder au Mali. Le bombardement qu'il envisage d'effectuer au Mali a pour but de légitimer le retour sur le sol malien de troupes américaines et opportunément de troupes de l'OTAN, c'est-à-dire de troupes françaises. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il ne s'agit pas d'un bombardement pour combattre les terroristes. On l'a vu au Nigeria. Il n'a même pas tué une ombre de terroristes avec ces bombardements, mais il s'agit d'un projet de bombardement, d'intimidation, pour imposer le retour sur le terrain, sur le sol du Sahel, donc du Mali, du Burkina Faso et du Niger, des troupes américaines, des troupes occidentales. Cela correspond parfaitement à ce que le président Ibrahim Traoré a appelé l'hiver noir. Ça, c'est la deuxième observation que je voulais faire sur cette affaire. Mais il y a une troisième observation. Écoutez, M. Donald Trump, il nous prend pour des cons ou quoi? Il dit il envisage, il laisse dire par ses proches, il laisse dire par ses collaborateurs qu'il pourrait venir bombarder sur notre terre au Mali, sans l'autorisation du gouvernement, sans l'autorisation de l'État, sans avoir reçu la permission de mettre les pieds au Mali. Il envisage de venir faire comme il a fait au Nigeria. La grande question est la suivante. Est-ce que Donald Trump sait que nous savons que les deux organisations terroristes qui sévissent dans toute l'Afrique sont des émanations des services américains? Si Donald Trump est incapable aux États-Unis de poursuivre ceux qui ont créé Al-Qaïda, les amener en prison, de poursuivre ceux qui ont créé l'État islamique et les amener en prison, de quel droit il croit que nous allons croire qu'il peut venir les combattre chez nous en Afrique? Donald Trump, que nous avons vu en train de remettre des flacons de parfum à l'un des plus grands terroristes longtemps recherchés par les Nations Unies,
dont la tête a même été mise à prix par les États-Unis en millions de dollars. Mohamed Al-Joulani, alias Ahmed Al-Shara. Donald Trump qu'on a vu en train d'offrir des parfums à ce chef terroriste, en train de proposer même d'autres parfums pour les nombreuses épouses supposées d'Ahmed Al-Shara. Donald Trump peut-il nous dire qu'il va venir combattre les terroristes, eh bien, auxquels il offre les parfums à la Maison Blanche, il va venir les combattre chez nous au Mali? Non. Il ne peut pas nous démontrer ça. Donald Trump ne peut pas nous démontrer qu'il est engagé dans la lutte contre le terrorisme pour une autre raison. Lui-même est le chef du terrorisme et de l'impérial terrorisme américain. Comment doit-on qualifier l'opération militaire, l'opération armée qui a été menée par les États-Unis au Venezuela avec l'enlèvement, le kidnapping du président vénézuélien, le camarade Nicolás Maduro? Cette opération relève de quelle catégorie? C'est du terrorisme d'État. Donald Trump est un terroriste d'État. S'il faut combattre le terrorisme, il faut combattre Trump. Comment doit-on qualifier l'agression militaire délibérée du duo israélo-américain contre l'Iran et qui se poursuit actuellement avec l'assassinat des écolières de Minab? On doit appeler ça comment? C'est du terrorisme d'État. Donald Trump est un terroriste d'État. Comment doit-on appeler l'extermination de près de 100 000 Palestiniens par les sionistes israéliens soutenus par Donald Trump? Les mêmes qui sont en train de détruire le Liban, qui ont détruit la Syrie. Comment doit-on appeler cela? Du terrorisme international, du terrorisme d'État. Alors, la question de Rechef est la suivante. Monsieur Trump, pour qui prenez-vous les Africains? Pensez-vous qu'il y ait encore quelqu'un sur ce continent qui soit assez naïf pour penser que les États-Unis combattent le terrorisme? Il faudrait peut-être que je vous donne la parole, monsieur Trump, pour que vous nous disiez, mais écoutez, monsieur Trump, qui a créé l'État islamique? Donald Trump sait très bien qui a créé l'État islamique. Qui a créé Al-Qaïda? Donald Trump sait très bien qui a créé Al-Qaïda. Il est l'un des premiers à avoir dénoncé ses propres compatriotes américains comme étant les créateurs des organisations terroristes. Bon, prenons l'État islamique. Donald Trump, dites-nous qui a créé l'État islamique. Qui a créé cette organisation terroriste? Qui a créé Al-Qaïda? Allons-y. Monsieur Trump, venez là. Qui a fondé le groupe État islamique? Et puis, je vais lui faire une synthèse en anglais. Je vais lui faire une synthèse en anglais à Donald Trump pour qu'il comprenne qu'on a compris. Aux États-Unis, Donald Trump ne recule devant rien pour tenter de discréditer son adversaire dans la course à la Maison-Blanche. Distancé dans les sondages, le candidat républicain a affirmé qu'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État entre 2009 et 2013, avait contribué à faire naître l'organisation terroriste État islamique. Il l'a dit lors d'un meeting en Floride. Écoutons-le dire. Notre gouvernement est à l'origine du groupe État islamique. Pour moi, le président Obama et Hillary Clinton sont les fondateurs de l'État islamique. En fait, Hillary Clinton pourrait se voir remettre une distinction. Vous savez, comme on dit chez les sportifs, le trophée du meilleur joueur. Eh bien, le groupe État islamique pourrait lui décerner une telle récompense. Voilà. Le président américain Donald Trump reconnaît lui-même que ce sont les dirigeants américains qui ont créé les organisations terroristes. L'année 2025 et l'année 2026, des officiels américains, que ce soit des membres de la Chambre des représentants ou des sénateurs, ont témoigné sous serment. Plusieurs documents ont été déclassifiés. Madame Tulsi Gabbard, qui vient de démissionner de l'agence de renseignement américain, a révélé que les États-Unis, à travers l'USAID, ont directement financé les groupes terroristes. Est-ce que Donald Trump a ouvert les procédures judiciaires pour arrêter tous les financiers des groupes terroristes, tous les dirigeants américains, Obama, Clinton, qui ont participé au financement des groupes terroristes, à la création des groupes terroristes? Dans quel tribunal sont-ils convoqués pour que ce monsieur vienne nous dire qu'il va nous aider à combattre les démons qui ont été créés par son pays? Donald Trump est incapable de mener la lutte antiterroriste aux États-Unis parce que lui-même est un terroriste. Il est incapable de mener la lutte antiterroriste au Moyen-Orient parce que lui-même est un terroriste. Il est incapable de mener la lutte antiterroriste ici en Afrique parce que lui-même, Donald Trump, est un terroriste. Et il faut que nous résumions cela
en anglais pour qu'on lui dise que c'est ce que nous avons dit. Mr. Trump, we don't believe in your ability to help Mali or the Sahelian State Alliance to fight against terrorism. We don't believe in you, and we give you the reasons why we don't believe in you and why we are telling you to stop in your intention to bomb any part of the territory of Mali. First of all, you, NATO, you Americans, you created the two main terrorist organizations we know in this world. Al-Qaeda was created in the 80s by American services to fight against Soviets in Afghanistan. Everybody knows that, and you know that. You, Donald Trump, you know that. Number two is, you, Donald Trump, you personally affirmed publicly that the ISIS, the Islamic State terrorist organization, had been created by your predecessor, Barack Hussein Obama, and his colleague, Hillary Rodham Clinton. You publicly told this to all Americans and to the international opinion. You cannot pretend that America will be fighting against terrorism in Mali, in Africa, while at the same time, the most important creators of those terrorist organizations are free in Washington. Barack Hussein Obama is free. Hillary Rodham Clinton is free without any trial for all the killings, the bombings they have been doing everywhere in the world, and specifically in Libya. You Americans are responsible of the destruction of Libya, the destabilization of the Sahelian zone and of all Africa. You are also supporting Rwanda and Uganda to destabilize the DRC now, where you are trying to squander all its natural resources. You are also responsible of state terrorism everywhere in the world. It was state terrorism you have done in Iraq to kill Saddam Hussein for his oil. It is state terrorism you have done against Bashar al-Assad in Syria for his gas and his oil. It is state terrorism you have been doing in Somalia. It is state terrorism in 2011. It is state terrorism you have been doing in Venezuela, kidnapping President Nicolas Maduro for his gas and for his oil that you are looting actually. And we know that it is by your method of state terrorism that you are still attacking Iran. And you killed the head of the Iranian state, Ayatollah Ali Sayed Khamenei. Everybody knows this was an act of state terrorism, Donald Trump. So how dare you try to think that you may have the ability to come and bomb your so-called partners, your own mercenaries of the NATO, called JNIM, Al-Qaeda or FLA, while knowing that those people are working under the direction of your allied forces of France, of Ukraine. They are working under the NATO. They are NATO mercenaries. They destroyed Libya under the direction of NATO in 2011. This is a scientific truth. So who are you, Donald Trump, to come and bomb our land just because you want to, in fact, to loot our natural resources? As you know that the Sahelian zone is one of the most important gold zone, uranium zone, gas oil zone, and that the United States are poor in gas, poor in gold, poor, in fact, in oil. As you know, Europe is poor in gas, poor in uranium, poor in everything. They don't have even diamond in their soil. So this manipulation will never be accepted in Africa. You are not welcome with your bombs, Donald Trump. Don't put your feet in our country. Our people will never accept a new recolonization of Africa through the alibi of fighting against terrorism. Because you are the terrorist. You are the terrorist masters. You are the terrorist goalkeepers. You are the terrorist sponsors. And everybody knows that.
today in Africa. That this terrorism is not a religious war. It is not jihadism at all. This terrorism is imperialism. It is a hidden imperialism. It is a project of recolonization of our continent to make us become strangers in our own home. This will not happen because consciousness has come. This will not happen because our people is now awakening. This will not happen because the Sahelian State Alliance is walking in the paths of truth, of justice, and true solidarity of human beings. So, your project of bombing in Mali is a devilish one. Never dream to do it. If you do it, all diplomatic relations with America will be cut in all the zone. All your diplomats will be going back the same day. I'm telling you. And the people are so aware and so decided not to pardon you any kind of error of this kind. That is why I'm telling it in English, so that they will tell you that Pan-Africanists are aware of your plan, your plot against our sovereignty, against our work in the paths of freedom and prosperity by our own means. You pretend that Russia has not succeeded in helping Africa in the fight against terrorism. But you, Americans, you have always been with colonialists against Africans. You supported apartheid in South Africa. You supported colonial powers against us during all the 20th century. We Africans, we have not forgotten. We don't forget that your power has been built on the blood of the Negro African people. America is a power built on the blood of African people. It was the African slaves. The African slaves who built your country. And now you are back. You intend to be back in Africa with bombs everywhere. Just because you want to continue squander our natural resources, our wealth. But this will not succeed. You are being defeated, so you will be defeated in Africa. This generation will not be colonized. No more colonization for Africans today and tomorrow. I'm telling you, for truth. And this is not only my own truth, it is the truth of millions of people. You cannot defeat us. You were unable to defeat Vietnamese. You are unable to defeat Iranians. So you will be unable to defeat Sahelians. I am telling you, Donald Trump, don't dare try. Don't dare try. You can do your bombings with your puppets of Nigeria. Your bombings with your puppets of Ivory Coast, of Senegal. Don't dare come in the Sahelian zone. Because if you come here, you will put an end to the presence of all American diplomats in the zone. Voilà ce que je voulais qu'il entende.